Bonsoir à tous, bienvenue sur Parole d'honneur. Je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être de retour, et d'autant plus ravi que je suis aujourd'hui accompagné d'une figure de renom pour échanger une trentaine de minutes autour de son dernier ouvrage. Monsieur Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Merci. C'est un vrai plaisir pour moi. Vous êtes connu comme un géopolitiste de renom. Ça fait maintenant plus de 30 ans que vous décortiquez les dynamiques internationales, les relations nord-sud, et que vous avez aussi un regard extrêmement aiguisé sur les relations entre la France et le monde. Vous êtes le fondateur de l'IRIS, Institut des relations internationales stratégiques. Et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un ouvrage en particulier. C'est le dernier, il me semble, que vous avez produit. Sorti il y a un mois. Sorti il y a un mois, tout récent. D'ailleurs, on le voit à sa lecture, parce qu'il y a des choses extrêmement récentes qui sont expliquées dedans. Et le livre en question est Permis de tuer. Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara. On reviendra sur le nom peut-être, parce qu'il y a des termes sur lesquels on était un petit peu... disons que le public est peu habitué à entendre, notamment le dernier. Donc je suis ravi de pouvoir parler un peu avec vous de cet ouvrage qui, je pense, est une contribution importante au débat public, surtout par les temps qui courent. Alors évidemment, c'est pas évident de commencer un échange comme celui-là avec une figure comme vous, sans commencer quand même un petit peu par parler de la situation actuelle. Voilà, il n'a échappé à personne que nous sommes dans un moment particulièrement aigu des tensions dans la région du Moyen-Orient. Hein. Et donc, j'aurais bien aimé avoir votre regard, notamment sur l'escalade en cours depuis quelques jours entre l'Iran et Israël. Comment est-ce que vous analysez cette situation Merci de me donner la parole, parce qu'on ne peut pas dire que les médias mainstream me fassent une hola et m'accueillent à bras ouverts. Donc merci de briser un peu cette omerta par rapport à ce livre dont on ne veut pas parler. Alors effectivement, la situation, il y a une escalade, puisqu'il y a déjà une situation dramatique en Cisjordanie, puis une situation dramatique à Gaza, une situation aussi avec des conflits. Israël aussi frappé le Liban, la Syrie, le Yémen. Et puis là, c'est une extension, c'est une guerre. Parce que quand un pays bombarde massivement un autre, c'est la guerre, même s'il n'est pas déclaré officiellement. Et donc il y a des frappes massives d'Israël sur l'Iran, avec l'objectif affiché d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, l'objectif moins affiché, mais un peu de renverser le régime iranien. Mais ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que cette guerre est illégale, parce qu'on peut ne pas avoir de sympathie pour le régime iranien. On n'a pas le droit dans le monde d'user de la force pour attaquer l'autre pays, sauf si c'est une légitime défense ou si c'est une décision du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas le cas, ni l'un ni l'autre. Et la légitime défense préventive dont se targue Israël n'existe pas juridiquement. Donc le tout, on voit bien que dans les médias, les gens disent « oui, mais l'Iran, c'est pas sympathique, donc c'est bien de le bombarder ». Mais vous voyez bien que si on commence comme ça, on va bombarder tout le monde et n'en sortira pas. Par ailleurs, par rapport à l'objectif que l'on peut partager, il vaut mieux que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. On fera remarquer que Israël s'est opposé tout le temps à un accord qui avait été trouvé le 14 juillet 2015 et qui permettait d'éviter deux scénarios catastrophes. Un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre, pour empêcher l'Iran de se doter de cette arme. Trump, à la demande d'Israël, l'a déchiré. Là, Trump voulait le renouer et Israël a pris les devants pour faire cela. Est-ce qu'ils peuvent parvenir à l'objectif ? Ce n'est pas aussi évident que cela, malgré la disproportion de force. Parce qu'en fait, les installations nucléaires iraniennes, elles sont très profondément enterrées et qu'Israël fait des dommages, détruit des choses, mais pas le cœur du programme nucléaire iranien qui est à des centaines de mètres enterrés, et Israël n'a pas les bombes pour faire cela. Et par ailleurs, le changement de régime, les exemples récents, Afghanistan, Irak, Libye, montrent que les changements de régime après une guerre, c'est pas vraiment une réussite, et donc il faudrait mieux éviter de continuer, et on n'est pas sûr de réussir. Parce que Israël peut très bien bombarder l'Iran, et le régime se maintient en durcissant la répression, parce qu'Israël n'a pas envoyé des soldats à Téhéran pour renverser l'ayatollah Khamenei. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes. Ce que l'on voit, c'est que, en fait, c'est une politique de force. Le droit est complètement bafoué, la force doit s'imposer, et après avoir usé de la force à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, également en Syrie, eh bien, Israël continue sur une échelle, et on se demande qui arrêtera un jour Israël. En fait, pour l'instant, personne.
Tout à fait. Du coup, ça nous permet aussi d'entrer un petit peu dans la discussion plus concrète sur votre ouvrage. Est-ce que vous situez donc, les événements en cours en Iran dans le prolongement, dans le droit prolongement de ce que vous décrivez dans votre ouvrage, à savoir la conflagration généralisée qui a commencé après les attaques du 7 octobre. Et on voit même que le fait d'étendre le conflit, au lieu d'attirer des critiques sur Israël, va lui attirer de la solidarité. Puisque Trump aurait pu être vexé qu'Israël vienne saboter ces négociations qu'il avait avec les Iraniens. Pas du tout. Et les pays européens qui commençaient très timidement, à critiquer l'attitude d'Israël à Gaza, là les trois, France, Royaume-Uni et Allemagne, n'ont eu aucun mot pour condamner les attaques israéliennes, alors que c'est un acte de guerre, et que normalement ils sont attachés au droit international. Imaginez que si l'Iran avait pris l'initiative du conflit, on aurait eu des condamnations, et même arrêtent leurs critiques sur Israël et assurent Israël de leur solidarité, et même double bénéfice pour Netanyahou. La conférence qui devait avoir lieu sur le Proche-Orient mercredi 18 juin, au cours de laquelle il aurait été possible que le président Macron reconnaisse la Palestine. C'était conditionné, mais enfin, certains y croyaient. Moi, j'étais très dubitatif. Et bien, cette conférence est ajournée. Donc Netanyahou, en lançant une guerre illégale, a obtenu le soutien des pays européens. Donc il est diplomatiquement gagnant. Par contre, on risque tous d'y perdre à long terme par le chaos qui pourrait survenir, parce qu'il n'est pas certain qu'un régime stable, pacifique et démocratique vienne surgir sur les ruines de Téhéran. Absolument. Alors, toujours dans la discussion par rapport à l'ouvrage, je veux dire, en préambule d'une vraie discussion sur le fond de votre ouvrage, vous avez parlé tout à l'heure, on va dire, du boycott dont vous faites l'objet, en tout cas de véritable ostracisme qui s'abat sur vous. Est-ce que, je pense que vous insistez aussi également beaucoup sur un traitement de vos travaux qui n'est pas du tout le même selon que vous allez parler, par exemple, de la question de la guerre en Ukraine, par exemple, ou selon la question de ce qui se passe en Palestine et en particulier à Gaza depuis le 7 octobre. Alors, j'aurais bien aimé avoir votre regard là-dessus, votre ressenti. Comment est-ce que vous avez vécu, comment vous vivez cet ostracisme et comment vous l'expliquez en fait en lien avec parce que je ne vais pas dans le sens du vent, parce que je suis critique de Netanyahou et que les médias sont un parti pris, il y a un biais médiatique, ce que j'explique avec moult exemples dans le livre, il y a un biais médiatique pro-Netanyahou dans les médias mainstream. Il y a quelques exceptions, mais elles ne sont pas nombreuses. Et puis, j'ai été critique envers israélien, j'étais aussi critique des médias, et les médias n'aiment pas qu'on les critique. Et donc, ils veulent que des gens viennent plutôt célébrer leur louange. Donc voilà, alors, comment je le vis ? En fait, pas si mal que ça, parce que je suis réaliste. Donc je sais que c'est comme ça, que ça ne changera pas, que les gens ne pardonnent pas mon franc-parler, ne pardonnent pas que je dise ce que je pense et non pas que je dise ce qu'ils voudraient que je pense. Mais par contre, il y a des médias comme le vôtre, il y a les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube qui marche assez bien, je suis très présent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et donc j'ai aussi une communauté qui me suit et qui comprend mes travaux, qui les apprécie et qui sait très bien pour quelles raisons je suis boycotté. Et donc en fait, les médias quelque part... disons que ça nourrit un peu le discrédit des médias de dire lui, je ne vais pas l'inviter parce que j'aime pas ce qu'il dit et qu'on ne dit pas que ce que je dis est faux. Voilà. Si on me disait, mais voilà, c'est faux, tu mens. Et justement, j'avais fait un livre en 2011, Les intellectuels faussaires, où je dressais le tableau de quelques figures médiatiques de haut vol, mais en montrant qu'ils mentaient. En fait, qu'est-ce qui est arrivé ? Eux continuent toujours d'être dans les médias et moi, j'y suis plus. Oui. Tout à fait. Merci déjà pour tout ça. On va rentrer plus dans le détail de votre ouvrage que j'ai lu avec grande attention. En fait, c'est vraiment intéressant le travail que vous avez fait parce que c'est un travail très méthodique de cartographie, à la fois de toutes les prises de position qui ont pu émerger ça et là sur les médias, de toutes les prises de position de l'ONU avec les différentes résolutions qui ont été soit frappées d'un veto, soit qui sont passées à la faveur notamment d'une abstention américaine, mais qui au final n'ont pas été appliquées. Les prises de position des ONG. Enfin, vous dressez un tableau qui est quand même... le terme qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, c'était vertigineux. En fait, l'ampleur des violations du droit international, des prises de position d'organisations qui sont quand même qui peuvent difficilement être soupçonnées de proximité avec le Hamas ou avec des organisations de lutte armée palestinienne. Et en même temps, du coup, cette remarquable dénégation
sur l'espace. Le terme de négationnisme que j'utilise, parce qu'il y a une négation de ce qui se passe là-bas. Et Netanyahou a trouvé l'arme absolue. Il traite tous ceux qui lui reprochent quelque chose d'être antisémites. Donc l'ONU, le secrétaire général, les journaux qui le critiquent. Dès que vous émettez les ONG, Amnesty International, bon, tout le monde est antisémite. C'est le rayon paralysant de l'action du gouvernement israélien. Et donc les gens ont peur d'être traités d'antisémites et du coup ils préfèrent se taire ou ne pas donner la parole à ceux qui critiquent cette action. Donc cette accusation d'antisémitisme pour tous ceux qui critiquent non pas l'existence d'Israël, non pas l'existence du peuple juif, mais l'action politique du gouvernement israélien, eh bien, c'est bon. Si je critique l'action de l'ayatollah Khamenei, on ne va pas dire que je fais du racisme anti-perse. On va dire que j'émets un jugement politique. Si je critique Netanyahou, je suis antisémite. Donc on voit le capital dont bénéficie Israël à ce propos. Tout à fait. En fait, du coup, ça me permet de rentrer un petit peu dans le détail, parce que vous avez notamment tout un développement sur le lien qui est établi en France au moins depuis 2017, et puis progressivement dans le débat public, je pense, depuis une bonne décennie, entre antisémitisme et antisionisme. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément encore lu l'ouvrage, comment est-ce que vous expliquez ce lien de plus en plus systématique qui est établi, qui est finalement assez récent, parce que on va dire qu'il y a une accélération de l'histoire depuis une dizaine d'années, notamment en France. Il a établi dans le débat public et c'est repris par ses supporters en France. Alors l'antisionisme, c'est l'opposition à l'existence d'un État pour les Juifs, à l'État d'Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, beaucoup de Juifs étaient antisionistes. Parce qu'ils pensaient que pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, il fallait faire la révolution chez soi, mais qu'il n'y avait pas, et qu'un État pour les Juifs serait nationaliste et que ça serait dangereux. Et pour d'autres raisons religieuses, c'est Dieu qui protège les Juifs, c'est pas un État de le faire. Bon. Et l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. Donc les deux sont très différents. Mais on arrive maintenant, on fait une sorte de combo où la critique politique du gouvernement israélien est assimilée à la critique de l'existence de l'État israélien et la critique de l'existence de l'État israélien à l'antisémitisme. Vous avez des organisations juives françaises qui se disent antisionistes. Et donc, si la loi passe à force tous les efforts pour qu'on fasse une loi qui interdise l'antisionisme, on verra si on peut faire... s'il y aura une loi qui interdise l'antigaullisme ou l'anticommunisme. Vous pensez que ça va arriver, ça ? Parce que vous parlez dans votre ouvrage justement des efforts. On voit que le cercle se referme et qu'il y a de plus en plus de tentatives, que le président Macron lui-même a évoqué ça plusieurs fois, que Mme Aurore Berger est très déterminée à faire cela, et que les instances communautaires juives font pression pour que cela rentre, et c'est présenté comme une forme de lutte contre l'antisémitisme. Si vous dites que vous voulez lutter contre l'antisémitisme, vous allez réunir beaucoup de gens, parce que les antisémites, fort heureusement, sont très minoritaires. Ils existent, mais ils sont très minoritaires. Mais on voit bien donc que c'est le rayon paralysant de la critique du gouvernement israélien de dire que c'est de l'antisionisme et donc en fait de l'antisémitisme. Tout à fait. Du coup, ça amène à une forme d'impunité qui nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je voulais d'ailleurs, en parlant d'impunité, vous amener sur un autre sujet que vous abordez un peu dans votre ouvrage. D'ailleurs, vous l'abordez dès l'introduction. Vous continuez, vous, à croire à la solution à deux États ? De moins en moins. Justement, du coup, je voulais savoir un peu comment est-ce que vous avez évolué par rapport à ça. Parce que quand on voit la solution, et j'ai aussi l'impression que certains évoquent de façon rhétorique la solution à deux États pour permettre que la guerre continue. En disant, n'ayez pas peur, on est pour la... Vous avez des gens qui se disent pour la solution de deux États, mais qui soutiennent de fait l'action de l'armée israélienne. Et pour qu'il y ait deux États, il faut quand même qu'il y ait encore un peuple palestinien, si on vire tout le monde de Gaza, s'il y a un nettoyage ethnique. Donc en fait, il faudrait un très grand courage. Qu'est-ce qui me fait douter ? Pourquoi Israël céderait ? Pour qu'il y ait deux États, il faut qu'Israël se retire. Au moins partiellement, voire grandement, des territoires occupés. Sinon, il n'y aura pas de création d'un État palestinien. Or, pour l'instant, Israël ne veut pas se retirer, y compris l'opposition à Netanyahou, qui critique Netanyahou sur la conduite de la guerre, sur le sort des otages, mais pas sur l'hostilité fondamentale à la création d'un État palestinien. Et comme aucun État ne prend vraiment des sanctions, notamment les Occidentaux, contre Israël, Israël n'est pas incité à faire des efforts pour la paix. Ils ont l'impression qu'ils auraient plus à perdre en faisant un effort vers la paix qu'en continuant la guerre et l'occupation. Et du coup, comment dire, où est-ce que vous voyez la fin de cette mécanique ? Enfin, je veux dire, pour les Palestiniens aujourd'hui, on est sur une configuration qui, d'un point de vue colonial, est quand même assez inédite. Si vous regardez la Palestine mandataire dans son ensemble aujourd'hui, le rapport de force entre les populations juives et non juives, en termes démographiques, c'est qu'on est à peu près à 1 pour 1.
Et pour autant... Oui, enfin, sauf qu'il y a le nettoyage ethnique en voilà, cours, des morts, et politiques. que, en fait, si vous avez ce nettoyage ethnique massif pour faire une Riviera à Gaza, le ratio sera tout à fait différent. Et donc, en fait, les responsables israéliens jouent sur la lassitude des Palestiniens qui vont se dire, bon, c'est plus possible, je vais partir pour offrir un avenir meilleur à mes enfants. Oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais vous parler d'un sujet qui me paraît assez important. Je l'ai dit en introduction, il y a un terme qui est assez peu connu finalement, qui a commencé à émerger, d'ailleurs, notamment grâce à vous sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est le terme de Hasbara. Je voulais qu'on s'y arrête 2 minutes pour en parler, parce que on va dire que ce qui se cache derrière ce concept pourrait, pour des personnes peu attentives à ce qui se passe dans l'espace public, être considéré comme une forme de complotisme, en tout cas... mais dans les faits, d'influence, vous démontrez qu'il y a un tous travail les pays ont une d'influence. politique d'influence, tous les pays ont une diplomatie publique, c'est une règle générale. Disons que pour Israël, dans la mesure où son action est normalement moins populaire du fait de l'occupation d'un peuple par un autre, c'est que l'occupation d'un peuple par un autre était déjà inacceptable au XXe siècle, encore plus au XXIe. Donc cette anomalie juridique, politique et géopolitique est compensée par une politique de communication pour dire non, c'est normal, non. Alors justement, beaucoup disent oui, mais il faut attendre. En fait, ce que l'on fait, c'est pour les Palestiniens, parce que le Hamas est l'ennemi des Palestiniens. Et donc, ce que nous faisons, c'est pour les Palestiniens. J'ai pas l'impression qu'ils soient d'accord. Je n'ai pas l'impression que les Palestiniens ont l'impression qu'Israël travaille pour leur sort. Donc et donc il y a toute cette politique un peu de communication, de propagande, et en fait de mensonge, parce que c'est fait pour masquer la réalité, pour dire que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, que oui, il y a des morts, c'est Reta, mais c'est la guerre, et qu'Israël n'avait pas d'autre solution, et qu'une fois qu'il aura éradiqué le Hamas, il y aura une paix aussi avec les Palestiniens. Sauf que, tout n'a pas commencé le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la paix avant le 7 octobre. Il y a peut-être une tranquillité d'Israël, mais il n'y a pas la paix, en tous les cas, pour les Palestiniens. Et Israël ne se dirigeait pas vers la solution des 2 États. Et puis, on voit bien que, effectivement, il faut rendre agréable le discours israélien, et c'est donc surtout par des contre-vérités, par des mensonges, et c'est ça la hasbara. C'est-à-dire que si vous avez une politique qui est populaire, votre diplomatie publique, elle est facile. Si vous avez une politique qui est impopulaire, et la politique israélienne est de plus en plus impopulaire. D'ailleurs, un grand éditorialiste américain, Thomas Friedman, a fait un papier il y a 3 jours dans le New York Times disant que Netanyahou était l'ennemi des Juifs, qu'il rendait la vie des Juifs compliquée et dangereuse partout dans le monde. Donc, vous voyez, c'est quand même... et il est juif lui-même, Thomas Friedman, c'est un juif libéral. Et donc, donc, quand vous avez une politique qui est vraiment impopulaire, il faut beaucoup plus baratiner pour la rendre acceptable. Oui, et puis du coup, dans votre ouvrage, on voit quand même que ça va super loin avec les voyages financés pour des députés. Pour les parlementaires, effectivement. Alors, ils viennent et on dit, on va vous montrer les réalités d'Israël. Mais c'est la réalité sans l'occupation. C'est-à-dire qu'on va montrer la tech, on va montrer la culture, on va montrer les paysages touristiques, on va montrer les bons aspects d'Israël et complètement occulter l'occupation d'un peuple par un autre et la répression qui va avec. Et du coup, des gens qui sont un peu étonnés parfois d'entendre dans les expressions publiques des responsables politiques français, des députés, etc., des termes qui sont quasiment parfois les mêmes que ceux qu'on entend dans la bouche des dirigeants israéliens. C'est pas le fruit du hasard, du coup. C'est quelque chose qui est méthodiquement travaillé. Oui, c'est qu'il y a des éléments de langage, qui reprennent les éléments de langage. Lorsque Fourest vient à LCI et dit que non, il n'y a pas de blocus et qu'Israël n'a pas interrompu l'aide humanitaire, mais qu'il a fait une pause pour la réorganiser pour que ce ne soit pas le Hamas qui en bénéficie, c'est exactement mot pour mot la propagande israélienne. Parce qu'il y a un blocus depuis début mars et qu'on a vu que la façon dont a été réorganisée cette aide humanitaire avec cette organisation qui n'existait et qui est sortie de nulle part et dont le résultat a fait qu'on tire sur des gens qui viennent chercher à manger et qu'il y a des dizaines de morts de gens qui voulaient juste chercher à manger pour leurs enfants, quand on dit que tout se passe bien et que le journaliste ne la contredit pas alors que toutes les ONG ont dit que c'était un mensonge. Et Israël avait dit qu'il ferait un blocus. Ils l'avaient annoncé eux-mêmes. Ils l'ont annoncé eux-mêmes. Les États-Unis ont demandé d'alléger le blocus. Donc, s'ils demandent d'alléger, c'est qu'il existe. Donc, effectivement, on voit régulièrement des essayistes, journalistes ou responsables politiques qui reprennent des éléments de langage fournis clé en main par les communicants israéliens.
Tout à l'heure, vous avez dit que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Je pense qu'on est évidemment tous d'accord là-dessus. Moi, je voulais vous parler d'un élément qui me semble un petit peu apparaître en filigrane dans votre ouvrage. C'est que vous considérez que la séquence qui s'est ouverte avec les accords d'Oslo, le processus de Madrid qui s'en est suivi, était un moment d'espoir. Oui. Et que globalement, on a senti que vous expliquez comment, en tout cas les actes antisémites ont baissé et qu'il y avait une perspective qui était offerte tant aux Israéliens qu'aux Palestiniens et que cette dynamique, elle s'est affaissée, notamment après le 11 septembre et qu'on en arrive là aujourd'hui à un point, à une impasse. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui pensent que c'est précisément les accords d'Oslo et le processus de Madrid qui nous amènent là où on est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, c'était des accords qui étaient déséquilibrés oui. Et que, disons, les Palestiniens ont donné plus qu'ils n'ont reçu, en gros. Ça, c'est clair. Mais surtout après l'assassinat de Rabin. C'est-à-dire que qui est-ce qui a fait capoter les accords d'Oslo? Est-ce qu'ils auraient débouché sur une véritable paix? On peut le penser, parce qu'il y avait aussi une pression internationale. Et que Israël a compris à ce moment-là qu'il avait perdu son atout d'être l'atout maître pendant la guerre froide des États-Unis au Proche-Orient, parce qu'il n'y avait plus de guerre froide. Donc il fallait se réinventer un rôle. Et donc Yitzhak Rabin s'est lancé dans le processus d'Oslo, pas par amour des Palestiniens, mais en disant qu'Israël sera moins défendu si, au lieu que ce soit le petit pays qui est encerclé d'ennemis, le pays qui nous aide dans la guerre froide, c'est le pays qui massacre les adolescents et qui brise les os des adolescents, qui jette des pierres. Ils se lancent là-dedans. Alors vous avez raison de le souligner, c'est tout à fait exact, ils étaient bancals et inégaux, puisque les Palestiniens reconnaissaient Israël et qu'Israël reconnaissait l'autorité palestinienne. Et qu'en plus, complication supplémentaire, le territoire palestinien était morcelé en 3 entités différentes, ce qui a rendu encore plus difficile la circulation. Et donc les Palestiniens ont vu leurs conditions de vie non pas s'améliorer, mais se dégrader. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Hamas, qui refusait les accords d'Oslo, a commis des attentats suicides, ce qui a contraint Israël à faire un accord sécuritaire avec l'autorité palestinienne, que pour préserver les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne a lutté contre le Hamas, donc il y a une sorte de combat intra-palestinien, et que les accords d'Oslo ont été tués par l'assassinat de Rabin et les attentats qui, quand le Hamas faisait des attentats, l'extrême droite israélienne disait « Regardez, ils veulent apporter la paix, mais ils apportent juste plus de morts, plus d'attentats. Donc la paix, elle ne peut exister que par la force. » Et quand ils ont tué Rabin, ils ont pu passer, triompher, parce que Pérez n'avait pas l'autorité pour continuer ceci. Et d'ailleurs, la veuve d'Isaac Rabin, Léa Rabin, n'a jamais voulu serrer par la suite la main de Benjamin Netanyahou, parce qu'elle l'a rendu responsable. Benjamin Netanyahou, il allait dans des réunions, des manifestations où Rabin, général israélien, était déguisé en SS ou en fédayine. Et donc, elle l'a accusé d'avoir été moralement responsable de l'assassinat de son mari. Mais du fait aussi de l'assassinat du processus de paix. Du coup, effectivement, autant effectivement, Yitzhak Rabin s'est engagé dans le processus d'Oslo avec, en tout cas, le discours officiel qui consistait à dire qu'il fallait que les Palestiniens se dotent d'un État. Autant Netanyahou, depuis, il y a des archives des années 70. Sharon et Netanyahou ont lutté, ont refusé ces accords d'Oslo et ont accusé Rabin de trahir Israël en se lançant dans un accord avec les Palestiniens. Tout à fait. Votre ouvrage, il est aussi l'occasion de parler d'un concept qui, disons jusqu'à il y a quelque temps, faisait débat, même dans les cercles de la gauche les plus progressistes, et qui aujourd'hui finit par être utilisé de manière, je pense, beaucoup plus débridée, c'est celui d'islamophobie. Je voulais vous en parler parce qu'il me semble que dans votre propos, on sent qu'il y a un tournant dans la dynamique, en tout cas au Proche et Moyen-Orient, lié au 11 septembre. Des informations, parce que le terme d'islamophobie, c'est la haine de l'islam, c'est la peur de l'islam qui est vue comme une menace. Alors c'est sûr que les attentats du 11 septembre, puis ensuite Charlie Hebdo, Nice ont contribué à cela, mais on voit par qui c'est utilisé. Et notamment, disons que c'est une arme de l'Hasbara, de dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. Et que, c'est encore Caroline Fourest qui avait inventé cela, dire que ça a été inventé par les mollahs iraniens. D'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage qu'il n'y a pas de terme ni en arabe ni en persan qui ressemble à l'islamophobie. Et ce terme a été inventé par les sociologues français au début du XXe siècle. Bon, je suis désolé, mais quand on arrache le voile à une jeune femme dans la rue, c'est bien l'islamophobie. Quand on tue un coiffeur tunisien ou un jeune garçon qui priait dans une mosquée, c'est bien l'islamophobie. Mais en fait, on veut interdire ce terme pour mieux pouvoir critiquer les musulmans. Et donc, en fait,
Voilà, l'islamophobie est devenue, sous couvert de laïcité, la façon de devenir de façon convenable raciste anti-arabe. Si je dis que je n'aime pas les Arabes, on va dire non, c'est raciste, c'est pas bien. Si je dis que je suis laïque et que donc je me méfie de l'islam, qui est une religion conquérante et qui veut nous mettre à genoux, patins, couffins, etc., avec ce fameux rapport sur les frères musulmans, et ben là, je suis laïque. Et donc, c'est une façon, disons que, pour reprendre l'expression du plus grand universitaire sur le sujet, Jean Bobéro, c'est la laïcité falsifiée. C'est-à-dire que laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Bon. Et cette laïcité, c'est en fait uniquement tournée vers les musulmans. C'est uniquement eux qui sont présentés comme une menace pour la laïcité. Et donc, on va interdire... Il y a tout un débat pour interdire le voile dans le sport, certains à l'université. Donc, on voit qu'à chaque fois... Et d'ailleurs, sur le voile, on ne se cache même pas. En 2004, la loi, c'était une loi d'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les événements scolaires. Là, on dit qu'il n'y a que le voile. Donc, on voit bien quand même qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est visée. Tous les pays reconnaissent, l'ONU reconnaît le concept d'islamophobie. Le Conseil national des droits de l'homme aussi, mais c'est quelques militants, disons, qui veulent présenter les musulmans comme un problème et donc qui veulent interdire l'usage du mot islamophobie en disant que c'est une façon d'attaquer la laïcité auquel, légitimement, les Français sont attachés. Tout à fait. Je voulais vous, justement, par rapport à cette histoire du terme islamophobie, on voit qu'en France, je voulais vous en parler, le génocide actuel à Gaza et puis globalement la situation en Palestine est souvent une question qui est confessionnalisée. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, ce qui se dessine, si on en croit les idéocrates, c'est le Hamas islamiste qui, en fait, est en train de s'en prendre aux juifs parce qu'antisémites. Et alors, il y a des éléments aussi qui se passent en France qui font écho à ça. Vous avez dû voir, par exemple, que sur la mairie de Saint-Denis, on a accroché le drapeau palestinien ce week-end au fronton, avec la présence d'ailleurs de l'ambassade de Palestine, et que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est proposé d'écrire une lettre au maire de Saint-Denis au nom de la neutralité du service public. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des drapeaux israéliens à la mairie de Nice et je n'ai pas entendu dire qu'on allait demander au maire de Nice de retirer ces drapeaux. La tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d'Israël. Je n'ai pas vu qu'elle a été illuminée aux couleurs de la Palestine. Donc pourtant, le nombre de morts est quand même plus important maintenant. Donc on voit bien qu'il y a ce deux poids, deux mesures, effectivement, et c'est une neutralité qui n'est pas très neutre, en fait. C'est une neutralité engagée en faveur d'Israël. Et de même, peut-être pour aborder ce sujet, on voit bien que des prises de position dites pro-palestiniennes sont jugées comme étant pouvant faire l'apologie du terrorisme. Les gens qui prennent des positions en ce sens-là peuvent avoir des ennuis juridiques. Par contre, l'apologie des crimes de guerre israéliens, avec il y a un forum où on est venu faire un jeu pour savoir combien il y a de morts à Gaza. Il y a un tour de chant d'un chanteur israélien qui est venu, qui a montré des images des bombardements sur Gaza. Ça, on pourrait dire que c'est de l'apologie du crime de guerre. Il n'y a eu aucun problème. Donc on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures. Il ne vous reste pas beaucoup de temps parce que je sais que vous devez nous quitter bientôt. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des perspectives d'avenir. Et notamment, j'aimerais qu'on s'appuie sur un concept, celui d'antisionisme, que vous décrivez dans votre ouvrage comme le refus que les Juifs soient dotés d'un État. J'aimerais savoir si c'est une définition que vous considérez comme intemporelle ou est-ce que c'est une définition qui est évolutive dans le sens où aujourd'hui, je veux dire, on peut concevoir qu'un mouvement sioniste se mette en place dans l'Europe du 19e siècle en réponse à l'antisémitisme patent qui s'abat sur les principaux pays européens. Là où ça peut sans doute s'arrêter, cette adhésion, c'est lorsque ce sionisme consiste à aller s'installer sur une terre qui est déjà habitée. Donc on ne va pas détruire l'État d'Israël. Israël est un pays puissant, qui a l'arme nucléaire. Donc l'idée, c'est pas tellement d'aller détruire Israël, c'est la solution à deux États. Mais donc il faut pour cela qu'Israël accepte de libérer une partie des territoires qu'ils ont occupés par la force. Ils n'en prennent pas le chemin. Mais je pense que là où certains disent il faudrait un État binational où musulmans et juifs pourraient vivre ensemble, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Israéliens n'en veulent absolument pas. Bien sûr. Et le fait de le proposer ne peut que retarder l'éventuelle création d'un État palestinien, déjà très compliqué. Donc je pense qu'il ne faut pas trop insister. Ça aurait pu se produire en 1948, ça s'est pas produit, et on ne réécrit pas l'histoire à l'envers.
Vous pensez réellement aujourd'hui qu'on pourrait s'orienter vers une solution, enfin, il y aurait un espace politique qui permettrait demain? Il n'y a pas d'espace politique. 95%, 99% des Israéliens le refusent. Donc il ne faut pas partir. C'est déjà compliqué de travailler à la création d'État palestinien. Il ne faut pas ajouter des difficultés supplémentaires. Et donc justement, par rapport à cette création d'État palestinien, on va en rester là. Effectivement, comme vous aviez dit il y a quelques mois, Emmanuel Macron, dans un déplacement en Égypte à l'époque, qui semblait découvrir que les Gazaouis souffraient, annonçait effectivement en grande pompe une conférence qui devait avoir lieu le 18 juin. Il a reculé, voilà. Donc Netanyahou a réussi avec la guerre en Iran, mais déjà, cette conférence était mal partie, les Saoudiens ne voulaient pas venir. Il y avait beaucoup de conditions qui avaient mises par Macron, et disons que la guerre en Iran permet à Macron de dire que les circonstances l'empêchent de faire cette conférence, mais il pourrait très bien faire la Palestine sans la conférence. Il y a quand même 148 pays qui l'ont reconnu. Et la France avait un rôle majeur et était très populaire du fait de son combat pour les droits de l'homme. En fait, aujourd'hui, c'est l'Espagne qui a récupéré ce rôle, qui était dévolu à la France auparavant. Vous êtes optimiste ou pas, monsieur Boniface? Pas vraiment, pas vraiment, hélas. Mais il faut continuer à lutter. Bon, je vous remercie en tout cas. Je ne vais pas vous retenir davantage. Avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très vite. Avec grand plaisir. Et écoutez, très bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.